Mmh. Ah, bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors, on va pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue. Nous attendons encore quelques minutes. Nous pourrons commencer bientôt. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors attendez, je ne vous entends pas. C'est parfait qu'on fasse un essai. J'ai dû modifier. Oui, parce que moi, c'est bon pour moi. Alors, activer. Microphone, très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez, Jocelyne? Oui, oui, très bien. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez voir si vous avez bien votre son activé? Oui, oui, tout à fait. Mince. Alors, je reviens. Je vais trouver pourquoi je ne vous entends pas. Un petit instant. Et donc, Bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Alors, pour le moment, j'ai toujours un souci avec mon micro. Voilà, j'ai des choses qui s'amusent. Alors, pour le moment, moi, je n'entends pas, mais je vois que vous parlez. Je vais faire la présentation et comme ça, je vais pouvoir vous laisser lancer ce webinaire. D'accord. Alors, attendez, ça y est, je suis sur le truc du son. Est-ce que les personnes qui assistent au webinaire m'entendent alors? Peut-être qu'elles peuvent nous répondre. Alors, par exemple, Stéphanie Alors, qui dit bonjour sur la conversation. Est-ce qu'elle m'entend? Oui. bon, pour le moment, je Sonia ne me peux dit pas oui. régler le problème, Oui. semble-t-il. Alors, oui. Bon, eh bien, si vous nous entendez et si vous entendez donc Jocelyne Roland, notre kinésithérapeute, je vais donc pouvoir lancer ce webinaire. Bonjour d'abord, Jocelyne Roland. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau webinaire de l'association Rose Up. Nous accueillons donc Jocelyne Roland, qui est kinésithérapeute et qui va aujourd'hui nous parler des 10 bonnes raisons de voir un kinésithérapeute pendant le traitement du cancer du sein.
Donc, j'en profite pour saluer donc les personnes qui nous suivent en live sur Facebook. Je vous rappelle que l'association donc Rose Up vous offre cet atelier, cette conférence. C'est une association qui informe et accompagne les femmes atteintes de cancer et elle défend aussi le droit des patients. Si vous ne connaissez pas la plateforme Zoom, vous pouvez poser vos questions en direct par un petit onglet qui est en bas de votre écran qui s'appelle Q&R. Alors, je vois qu'il y a une question. Ah, bonjour Nathalie. Et donc voilà, comme ça, vous pouvez participer en direct. Je ferai en sorte de faire le relais entre les questions et les réponses. Mais je vais d'abord laisser la parole à Jocelyne Roland pour se présenter et nous parler donc de ces bonnes raisons d'être accompagnée par un kinésithérapeute pendant le traitement du cancer du sein. Jocelyne Roland, je vous laisse la parole. Merci. Je vais partager l'écran pour mettre ma présentation et puis j'enverrai cette présentation à… Alors là, il faudrait que l'animateur… Ah oui, alors c'est embêtant si l'animateur ne m'entend pas parce qu'il faut me permettre de partager l'écran. Alors… Ah voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, 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 voilà. Deux petites secondes, c'est toujours la question de partager l'écran qui est un peu compliquée. Donc, est-ce que je peux partager l'écran? Non. Donc, j'attends parce que je ne peux pas partager mon écran. Ah, ok. Merci. Voilà, c'est bon. Super. Alors, là, je pense que… Juste si vous pouvez me dire si vous voyez bien ma présentation à l'écran, ce serait super. Est-ce que quelqu'un peut… Je pense que oui, mais j'aimerais bien… Voilà, super, merci beaucoup. J'aimerais la confirmation, c'est parfait. Je l'ai, on va pouvoir commencer. Alors, je vous présente donc les 10 bonnes raisons de voir un kiné pendant le traitement d'un cancer du sein. J'ai rajouté d'un autre cancer féminin, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire pourrait servir à des femmes qui souffrent d'un autre cancer avec des traitements qui sont tout à fait superposables. Et vous savez que la kinésithérapie peut vous aider pendant tout votre parcours. Et c'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter aussi à poser des questions si vous avez d'autres pathologies, des pathologies différentes du cancer du sein. Donc, je suis kinésithérapeute et c'est vrai que je m'occupe surtout des femmes opérées du sein depuis quelques années maintenant. Et j'ai développé 2 concepts que vous connaissez peut-être qui s'appellent le Rose Pilate et Avirose. Avirose, c'est un entraînement sur des machines à ramer pour faire de l'endurance. Et Rose Pilate, c'est du pilate adapté aux femmes opérées d'un cancer du sein. Et vous avez ici, vous pouvez me suivre sur mon Instagram ou sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui peuvent peut-être vous intéresser pour faire des exercices chez vous. Et donc, vous taperez Jocelyne Roland kiné et vous trouverez tout ça. Et puis, le site sereconstruirendouceur.com, c'est un site que j'ai créé et vous pourrez y trouver des références de kinésithérapeutes spécialement formés à la prise en charge autour du cancer du sein. Et puis le réseau des kinés du sein, qui est un nouveau réseau dont je suis la marraine, et vous trouverez aussi des adresses de professionnels spécifiquement formés. Voilà, et je remercie Emmanuel Terrasse qui a fait les illustrations de cette présentation. Donc, première chose qui me paraît importante, quand vous êtes dans les traitements du cancer du sein ou d'un autre cancer féminin, on vous dit souvent que vous devez faire de l'activité physique. Bien sûr, souvent, c'est difficile pour vous de vous y mettre,
Mais en fait, en tant que kinésithérapeute, je considère moi que mes patientes vont donc être des sportives blessées, c'est-à-dire des femmes qui avaient ou pas une activité physique, qui doivent s'y remettre parce que c'est nécessaire pour être en bonne santé longtemps, ça a été démontré, aussi pour éviter les effets secondaires des traitements. Mais vous êtes quand même une sportive qui est blessée, qui a été opérée du thorax, du creux de l'aisselle, pourquoi pas au niveau de l'abdomen pour des cancers pelviens. Et donc, nous, notre rôle de kinésithérapeute auprès de vous, c'est de vous remettre sur pied malgré ces blessures. Et je me rends compte avec mes patientes que de les considérer comme des sportives blessées, c'est un côté un peu dynamique, positif. Et je ne considère pas mes patientes comme étant malades, mais au contraire comme devant reprendre cette activité physique le mieux possible. Et donc de passer au travers ce parcours du cancer avec le moins possible de séquelles. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Donc, première chose très importante à considérer avant de voir les 10 bonnes raisons d'aller chez le kiné, vous devez, comme toute sportive blessée, vous devez souvent voir un kiné et vous avez le droit. C'est-à-dire qu'il faut qu'un médecin, que ce soit votre oncologue, votre radiothérapeute, votre chirurgien, il faut que ce médecin vous prescrive des séances. Ça peut être aussi votre gynéco ou votre médecin traitant, votre généraliste. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les femmes ont des douleurs pendant les traitements, souvent, elles n'osent pas, vous n'osez pas en parler parce que vous avez l'impression que ces douleurs sont des petits détails dans un parcours assez lourd. Et en fait, de ne pas demander à gérer ces douleurs, à venir à bout de ces douleurs, eh bien, c'est dommage parce que vous risquez à la longue d'avoir des séquelles qui vont justement vous empêcher de reprendre l'activité physique correctement. Et donc, j'insiste sur le fait que vous ne devez pas culpabiliser à demander des séances. Vous avez le droit à des séances et vous avez vraiment le devoir de les demander. Parce que parfois, les médecins, les prescripteurs, comme nous on dit en kinésithérapie, les prescripteurs ne sont pas toujours au courant de ce que nous, on peut faire pour vous. Et de ce fait, il y a une sorte d'incompréhension qui s'installe et puis vous restez des années avec des douleurs alors qu'on aurait pu vous aider de manière très précoce. Et dans le cadre du cancer du sein, la prescription idéale pour une bonne prise en charge, c'est celle-ci, celle que vous voyez à l'écran, qui s'appelle, donc qui est libellée ainsi, massage et rééducation de l'épaule, du membre supérieur et du rachis, dans le cadre d'une ALD 30, donc une affection longue durée, et donc une prise en charge à 100%. Parfois, les médecins écrivent sur la prescription, parce que c'est ce qu'ils voient, ils vont écrire massage de la cicatrice. Il faut savoir qu'un massage de la cicatrice n'est pas du tout un terme entre guillemets reconnu par la sécurité sociale, c'est pas dans la nomenclature des actes de kiné, et c'est bien évident en parallèle que nous, si on voit une cicatrice, de toute façon, même si on ne nous le dit pas, on va s'en occuper. Donc c'est pas la peine de l'écrire sur l'ordonnance. Parfois, les médecins ne savent pas quoi écrire. Alors parfois, ils peuvent même vous demander à vous, patiente, qu'est-ce qu'il faut écrire sur l'ordonnance. Et donc, vous pouvez comme ça les guider. C'est pour ça que je vous l'explique ici. Si le médecin vous écrit drainage lymphatique et que vous n'avez pas de lymphodème du gros bras, enfin du bras, ça ne sert à rien de drainer. Donc, de toute façon, c'est beaucoup trop restrictif. Nous, en kiné, on va faire beaucoup d'autres choses. Et puis aussi, il faut savoir que maintenant, ça n'est plus une obligation pour le médecin de donner le nombre de séances. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que nous, kinésithérapeutes, avec notre bilan, on saura quand commencer les séances et quand les terminer, quand vous n'en avez plus besoin. Si le médecin met 30 séances, c'est un peu du gâchis parce que si ça se trouve au bout de 12, vous serez très bien et vous n'aurez plus besoin de kiné, vous aurez besoin d'autre chose, par exemple de l'activité physique. S'il met 5 séances, c'est trop peu parce que peut-être que votre chirurgie, vos traitements nécessitent plus de séances. Donc, ce n'est pas utile de mettre le nombre de séances et on ne fera pas dépenser inutilement de l'argent à l'assurance maladie. On s'arrêtera quand ça sera nécessaire et quand vous serez soulagé. Donc, juste retenez un petit peu ces quelques notions, c'est important pour qu'on puisse travailler correctement et qu'il y ait une bonne prise en charge. Alors maintenant, je vais passer en revue les 10 points qui m'ont paru nécessaires. Et au travers de ces 10 points,
vous allez peut-être vous retrouver des choses que vous avez déjà faites, peut-être pas encore, et qui vont vous permettre d'être au mieux possible de votre forme pendant et après les traitements. La première chose que le kiné va faire, c'est de prendre en charge les conséquences de la chirurgie. Quelle que soit cette chirurgie, on sait que, mais comme tout le monde, une chirurgie du genou, ça peut laisser aussi des troubles, des douleurs pendant quelque temps après. Donc, dès qu'il y a une chirurgie, le kinésithérapeute a toute sa place. Et pour vous, dans le contexte du cancer du sein, il y a des choses à savoir. Par exemple, moi j'ai remarqué, il y a longtemps de ça, mais je le vois sur toutes les patientes opérées du sein ont tendance à se recroqueviller sur la zone opérée. Et moi j'ai appelé ça l'attitude de protection du sein. Parce qu'en fait, une femme qui souffre, qui a une zone qui est meurtrie, qui a été blessée, elle va vouloir la protéger. Et cette attitude, si on la laisse s'installer, elle va générer à la longue des problèmes d'épaule. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent assis face à leur ordinateur ont cette attitude d'enroulement des épaules. Alors si en plus vous avez été opéré du sein, eh bien, vous avez une raison de plus de vous enrouler. Et ça, c'est pas bon pour l'épaule. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait autant de pathologies d'épaule d'une manière générale pour tous les gens qui travaillent assis et dans les suites de traitement du cancer du sein, et même parfois à distance. Et ça peut vraiment vous gêner dans la vie quotidienne. Et ça peut être évité, il faut le savoir. Et la première chose à faire, le premier geste, c'est de récupérer cette position de votre épaule en vous donnant quelques exercices de correction au niveau de l'omoplate. Par exemple, hein, vous, devant votre écran, vous pouvez le faire, vous mettez vos bras devant vous et vous essayez, sans bouger vos bras, de resserrer vos omoplates. Vous voyez, donc je peux même poser mes doigts sur l'écran de mon ordinateur. Alors, je ne sais pas si vous me voyez en même temps que vous voyez la présentation, mais sinon, vous essayez de le faire. Donc, vous posez le bout de vos doigts, bras tendus devant vous, sur votre écran d'ordinateur et vous resserrez vos omoplates. Et là, ça va commencer à ouvrir un petit peu cette zone de l'opération. Et ça, dans la journée, que vous soyez assise, que vous marchiez dans la rue, que vous soyez dans n'importe quelle situation, essayez de resserrer vos omoplates. Et quand vous le faites, vous vous rendez compte que ça permet de redresser un petit peu la colonne dorsale et aussi de mettre le buste en avant. Et c'est vrai que j'imagine bien, après une intervention, mettre le buste en avant, c'est très certainement quelque chose que vous ne faites pas spontanément. Peut-être parce que vous avez mal, peut-être parce que vous avez peur de le faire. Mais si vous le faites doucement, progressivement, en soufflant, vous allez voir que à la longue, ça va vous soulager. Ça va éviter d'avoir des tensions sur le devant du corps. Et tout à l'heure, je vous parlais de mon Instagram ou de la chaîne YouTube. Vous verrez, il y a des vidéos qui vont vous aider à faire des exercices. Deuxième chose que le kinésithérapeute peut faire dans les suites de l'intervention, c'est de drainer les stases. Et je dis bien les stases. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stase par rapport à un œdème? Une stase, c'est quand la circulation sanguine ou lymphatique se ralentit. Mais on n'est pas encore au stade constitué du gros bras, du lymphœdème. Je donne un exemple. Vous avez piétiné toute une journée, vos jambes ont gonflé, vos chevilles ont gonflé, vos pieds aussi. C'est de la stase, ce n'est pas un lymphœdème. Eh bien, votre bras, après l'intervention, parce que vous ne le bougez pas normalement, parce que l'intervention l'a laissé dans une position un petit peu immobile quelque temps, la circulation sanguine et lymphatique de votre bras va être moindre. Donc, votre kiné va drainer cet œdème, cette stase, ce début d'œdème. Et ça va vous faire du bien. Ce que je veux dire là, et c'est très très important, ce drainage que l'on vous fait au début pour lutter contre les conséquences de la chirurgie, ça n'est pas un drainage que je vais continuer pendant 2 ans. Parce que ce qui va être efficace pour relancer la circulation, c'est plutôt de bouger, de faire du muscle au niveau de votre bras, de faire de l'activité physique, plutôt que de rester passive, immobile et que le kiné vous draine toute votre vie. Donc ça, c'est très important ce que je vous dis là. Au début, si vous avez de la stase, on draine pour vous aider à récupérer. La stase va se résorber, votre bras va redevenir normal. Et après, vous allez prendre le relais en vous musclant, en faisant de l'activité physique. Parce que ce n'est pas en continuant de vous drainer qu'on va prévenir l'arrivée d'un lymphœdème.
mais c'est bien en évitant de prendre du poids et en continuant l'activité physique et en faisant du muscle, hein. Donc ça, c'est très important, je vous le redirai dans la présentation, mais c'est capital. Ensuite, comme conséquence de la chirurgie, il y a souvent des problèmes d'épaule, indépendamment de ce que je vous ai dit avant sur l'attitude de protection du sein. C'est-à-dire que si vous commencez à vous enrouler et que vous restez comme ça, à coup sûr, votre épaule va vous poser des problèmes dans quelques temps. Mais juste après l'intervention, du fait des cicatrices, du fait de la chirurgie et du sein ou du thorax et du creux de l'aisselle, vous ne bougez pas bien votre épaule. Donc, il faut que le kiné vous aide à bouger en suivant les directives du chirurgien. Et donc, c'est un autre objectif de la kinésithérapie, de s'occuper, d'entretenir votre épaule. Et là encore, dans les vidéos que j'ai faites sur YouTube, vous verrez qu'il y a vraiment une progression à respecter pour pas trop en faire. Et le kiné est là aussi pour vous aider à doser vos efforts après une chirurgie. En faire, mais pas trop, pour pas vous abîmer, mais pour pas non plus rester immobile. Bien sûr, le kinésithérapeute va assouplir les cicatrices, ça c'est très important. Il va prendre en charge les cicatrices dès que possible et les garder souples, parce qu'au début, une cicatrice, c'est souple. C'est quand on ne la mobilise pas ou quand on ne la masse pas qu'elle devient plutôt adhérente ou fibrosée. Et donc, le travail du kinésithérapeute, c'est vraiment de prendre en charge ces cicatrices. Souvent, on demande à nos patientes de les prendre en charge elles-mêmes. Ça, moi, je dis souvent à mes patientes, c'est souvent difficile de masser sa propre cicatrice. Donc, je dis comme ça à mes patientes, si vous ne voulez pas le faire, si vous ne vous en sentez pas capable, parce que c'est trop dur psychologiquement, vous n'avez pas encore accepté votre cicatrice, eh bien, ça n'est pas grave, je suis là pour le faire à votre place. Et après, le temps passant, peut-être que vous serez plus à même de masser vous-même, même de regarder, de toucher votre cicatrice, mais il n'y a pas urgence, puisque nous, on est là pour ça. Donc, ne soyez pas, ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas capable de masser vous-même une cicatrice. C'est jamais agréable de masser sa cicatrice, et peut-être encore moins quand ça concerne la région du sein. On est là aussi pour limiter les douleurs, parce que si vous vous tenez mal, enroulé, vous aurez certainement certains muscles qui seront trop contractés, trop raides, noués. On pourrait dire en langage commun, on dirait noués. Eh bien, nous, on va dénouer ces muscles. Et puis, quand on se tient mal au niveau de l'épaule, souvent, ça se répercute au niveau de la nuque. Eh bien, notre rôle aussi, c'est de vous aider à vous détendre à ce niveau-là et à vous apprendre, donc ça, c'est la suite de la diapo, à renforcer les muscles du dos. Et mes patientes, moi, je les mets très vite à l'activité physique avec simplement des élastiques pour justement que les élastiques et le renforcement des muscles du dos vous redressent et luttent contre cette attitude de protection du sein. Et si on fait le travail avec des élastiques très progressivement pardon, et tout en douceur, il n'y a aucune contre-indication. Et de ce fait, vous allez améliorer votre posture. Et là, il y a un exercice tout simple à faire. On part du principe que vous êtes plutôt un peu recroquevillé vers l'avant parce que votre chirurgie est récente, parce que les traitements sont lourds, si vous avez déjà de la chimio ou bien vous êtes en radiothérapie. Eh bien, vous allez de temps en temps dans la journée vous mettre debout contre un mur, talons contre le mur, fesses contre le mur, tête contre le mur. Et si vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous mettre comme ça, c'est peut-être que tout ce que vous traversez a tendance à vous enrouler. Eh bien, le fait de vous dérouler, de vous étirer, va vous faire du bien. L'intérêt du mur, c'est que ça vous donne une notion de la verticale. Donc, n'hésitez pas à le faire progressivement, en respirant, et vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Donc, tout ça, c'est le kinésithérapeute qui vous l'apprend pendant les séances et vous devez le refaire chez vous. Moi, je dis souvent qu'un bon kiné, c'est celui qui vous fait faire des exercices dans son cabinet avec des massages, des étirements, tout un tas de choses, et qui vous donne un programme à faire chez vous. Donc, réclamez. Qu'est-ce que je fais à la maison? Parce que vous n'allez pas faire une séance par jour. 3 séances, c'est peut-être trop. Parfois, 2 séances, c'est beaucoup. Et rien ne vaut ce que vous allez faire à la maison en parallèle de ce que vous dit le kiné. Donc, deuxième rôle du kiné, un peu plus spécifique d'une période
dure, on le sait, hein, c'est la chimiothérapie. Donc, on peut vous accompagner pendant la chimiothérapie. On peut drainer, là encore, quand vous êtes gonflé. Par exemple, il y a beaucoup de patientes en chimiothérapie qui ont de la cortisone, ça les fait gonfler. Eh bien, on peut tout à fait vous proposer un drainage, même des membres inférieurs. Si ça vous soulage, pourquoi pas? On peut tout à fait le faire. On va vous aider à vous relaxer, justement en massant le dos, comme c'est montré à l'image, le dos, la nuque, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas vous masser pendant la chimiothérapie si ça vous relaxe, avec bien sûr les autres soins de support. Et là, notre rôle, c'est aussi de vous orienter vers de la sophrologie, vers de l'hypnothérapie, si on voit que vous êtes vraiment tendu, que vous avez besoin de vous libérer. Mais on va continuer à renforcer les muscles, parce qu'on sait aussi que pendant la chimiothérapie, vos muscles vont être en quelque sorte affaiblis par le traitement, par les produits de chimiothérapie. Et donc, notre rôle de kinésithérapeute, c'est dès la chimiothérapie, vous remettre à l'activité physique. Alors là aussi, il y a des exercices tout simples que moi je donne souvent à mes patientes. Par exemple, euh, on sait que les membres inférieurs, donc comme je vous le disais, sont très affaiblis. Quand vous vous levez et vous vous asseyez sur une chaise, au lieu de vous laisser tomber sur la chaise, eh bien vous allez descendre progressivement à partir de la position debout, en allant pointer vos fesses en direction de la chaise, en inclinant votre tronc vers l'avant, et vous allez sentir que vous descendez en freinant le mouvement de votre corps. Et vous freinez avec vos membres inférieurs. Et ça les renforce. D'ailleurs, vous allez sentir, si vous le faites, que c'est difficile de le faire. C'est-à-dire que quand vous descendez comme ça, au lieu de descendre d'un bloc, vous descendez en vous penchant en avant, vous sentez que vos cuisses travaillent. Et quand vous allez vous lever de la chaise, eh bien, au lieu de vous lever en poussant sur les accoudoirs, vous allez vous pencher en avant. Et vous pencher en avant, ça va permettre de solliciter vos jambes, vos membres inférieurs. Et le simple fait de vous asseoir et vous lever à chaque fois de cette façon, donc à chaque fois que vous le faites dans la journée, et on s'assoit et on se lève souvent d'une chaise dans la journée, eh bien, ça renforce vos jambes. Donc, n'oubliez pas de le faire. C'est tout bête. Vous essaierez de le faire et euh, vous allez voir que vos cuisses vont reprendre de la tonicité. Et peut-être que ça va vous permettre, avec la marche que vous ferez tous les jours et avec, pourquoi pas, l'activité physique que vous faisiez déjà avant, ça va vous permettre de garder vos muscles. Alors, l'activité physique que vous faisiez déjà avant, euh, c'est important d'en parler avec votre kiné. Moi, dans mes questions, la première fois que je vois une patiente, je lui dis: est-ce que vous faites de l'activité physique actuellement, pendant la chimiothérapie? Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Et là, la patiente souvent me dit: bah, avant, je courais, je faisais de la course à pied, mais là, je ne fais plus depuis que je suis en chimio. Et ma deuxième question, c'est: pourquoi vous avez arrêté? Et souvent, mes patientes me disent: bah, je ne sais pas si j'ai le droit de courir. Et là, je leur dis: mais bien sûr que vous avez le droit de courir. Alors attention, vous êtes une sportive blessée. Donc, vous avez perdu un peu de votre entraînement parce que quand même, la chimiothérapie, ça vous fatigue, c'est difficile. Alors, peut-être que vous allez reprendre votre course à pied, mais en trottinant, en alternant la marche et la course, et pas comme vous l'aviez laissé juste avant de commencer la chimio, puisque en fait, vous avez perdu un peu de votre entraînement, un peu de votre condition physique. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Il suffit de reprendre l'entraînement, non pas là où vous l'avez laissé, mais peut-être en vous imaginant comment vous étiez quelques mois avant d'avoir ce niveau d'entraînement. Et ainsi, vous allez conserver vos muscles. Donc, il n'y a aucune raison d'arrêter l'activité physique. Alors, aucune raison, bien sûr, peut-être à cause du cathéter, vous n'irez pas à la piscine. Bon, en ce moment, malheureusement, les piscines sont fermées. Mais vous pourrez toujours marcher, par exemple. Vous pourrez recourir. Vous pourrez faire un peu de vélo. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas faire un peu de bicyclette si vous avez l'occasion, là, dans la région où vous êtes, de faire de la bicyclette. Au contraire. Là, en ce moment, vous ne pouvez pas aller dans les salles de sport parce qu'elles sont à nouveau fermées, mais dites-vous bien que la simple marche à pied, quelques escaliers dans la journée, la façon de s'asseoir et se lever, déjà, c'est une façon d'entretenir vos muscles et on verra après d'autres exercices pour les membres supérieurs.
Donc, prévenir ou réduire les lymphodèmes, là, c'est aussi le rôle du kiné. On en a parlé un petit peu avant, au tout début, mais j'en reparle à ce moment-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait que prévenir un lymphœdème passe par l'activité physique, la gestion du poids. Autrement dit, qu'est-ce qui fait arriver un lymphœdème alors que vous n'en aviez pas depuis l'opération? C'est très souvent parce que vous manquez d'activité physique, vous prenez du poids, et puis votre creux de l'aisselle qui a été opéré, qui était donc à qui il manque des ganglions, mais souvent ce sont des ganglions du sein et pas des ganglions du bras qu'on vous a retirés. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un lymphœdème du bras, hein. Aujourd'hui, les chirurgiens, quand même, ils savent ce qu'ils font. Ils vont aller chercher une chaîne ganglionnaire, mais souvent c'est une chaîne ganglionnaire qui draine le sein, pas le membre supérieur. Et donc, qu'est-ce qui va gêner éventuellement les circuits de drainage du membre supérieur après coup? Eh bien, c'est quand votre creux de l'aisselle devient fibreux, raide, que vous ne l'assouplissez pas par la gym, par les étirements. Et à ce moment-là, vos circuits lymphatiques du membre supérieur, qui étaient indemnes parce que le chirurgien les avait respectés, eh bien, à la longue, ils vieillissent mal, ils sont emprisonnés dans de la fibrose, et c'est souvent là que le lymphœdème s'installe, et d'autant plus que vos muscles ne sont pas là pour faire un pompage, parce qu'ils sont trop faibles, parce que vous ne les avez pas entretenus, et aussi parce que vous avez pris du poids et que la graisse que vous prenez au niveau du membre supérieur et dans la partie supérieure du corps en général va gêner la circulation lymphatique. Donc, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Notre rôle en tant que kiné pour prévenir le lymphœdème, c'est de vous orienter vers les activités qui évitent de voir s'installer ce lymphœdème. Donc, les cicatrices, on les traite, on assouplit le creux de l'aisselle, et une fois de plus, on vous dit comment le faire. C'est facile tous les jours d'étirer son creux de l'aisselle. Il suffit de se mettre dans son lit avec les bras en chandelier, de tirer, de mettre ses jambes d'un côté ou de l'autre, et on sent bien que ça tire le pectoral, ça tire le creux de l'aisselle, et comme ça, on garde une zone très souple. Quand le lymphœdème existe, eh bien, on va drainer, on va continuer quand même à assouplir les cicatrices et le creux de l'aisselle, on va contenir le lymphœdème par des bandages ou des manchons, mais même avec ces bandages et ces manchons, on va vous mettre à l'activité physique parce que rien ne vaut la contraction des muscles pour drainer un œdème. Ensuite, on va vous éduquer à la protection de la peau, au contrôle du poids, et pourquoi pas, on vous montrera comment faire vous-même le drainage. Souvent, j'explique que pendant le confinement, j'étais étonnée du nombre de femmes qui disaient: je suis perdue, je ne vais plus chez mon kiné, je ne sais pas quoi faire, parce que mon kiné me drainait mon bras. Votre kiné, il a pour mission de vous drainer si vous avez un lymphœdème, et seulement si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est du temps perdu. Il faut qu'il fasse autre chose. Et autre chose, c'est, et en complément du drainage s'il y a un œdème, c'est vous expliquer les exercices musculaires pour garder des bras solides et des bras musclés, vous apprendre éventuellement un autodrainage si vous avez un lymphœdème, et surtout vous apprendre les étirements qui vous laissent des bras souples et des épaules souples et un creux de l'aisselle souple. Donc, le kiné idéal, c'est le kiné qui vous fait travailler dans le cabinet, mais qui vous donne, comme je dis souvent, des devoirs à la maison. Parce que vous devez être autonome et vous devez être capable de vous entretenir. Mais attention, je dis souvent à mes patientes, tout le monde devrait s'entretenir. Pas spécialement vous parce que vous avez été opéré. Tout le monde, pour bien vieillir, devrait entretenir ses épaules, sa souplesse, ses muscles. On est d'accord. C'est pas vous spécialement. Là, moi, souvent, je dis à mes patientes, euh, tout le monde, pour vieillir en bonne posture, en bonne santé, en bon état physique, doit faire de la gym, doit faire de l'activité physique, etc., etc., hein. On est d'accord. Alors, le kiné va agir aussi pour préparer les séances de radiothérapie. Vous savez qu'en radiothérapie, vous devez mettre votre bras au-dessus de la tête, en élévation et en ce qu'on appelle en rotation externe. Et bien pour ça, il faut que l'épaule soit souple.
Et c'est pour ça que dès que vous êtes opéré, il faut aller voir un kinésithérapeute pour qu'il entretienne votre épaule. Progressivement, il va aller de plus en plus haut selon les directives du chirurgien et ainsi, vous arriverez à la radiothérapie avec une épaule tout à fait souple et indolore. Et comme ça, vous pourrez suivre vos séances de radiothérapie de manière plus confortable. Si jamais vous avez des incidents, comme par exemple des cordes lymphatiques ou un lymphocèle, vous savez, ces kystes de lymphe que vous avez parfois, eh bien, le kinésithérapeute va aussi vous aider à les gérer. Par exemple, les cordes lymphatiques, on ne doit pas les casser. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que casser des cordes lymphatiques, ce n'est pas raisonnable, parce que casser du lymphatique, c'est générer encore plus de fibrose. Et pour l'avenir, ce n'est pas une bonne idée. Et en kiné, on a des tas de moyens aujourd'hui pour vous aider à gérer ces cordes qui, on le sait, sont très douloureuses. Mais voilà, on ne doit pas rajouter de la douleur et de la violence à un terrain qui a déjà été malmené. Donc, si vous avez des cordes, là encore, votre kiné va vous aider, mais sans violence. Pour préparer les séances de radiothérapie, on va assouplir et hydrater la peau. C'est vous qui allez le faire chez vous, hydrater votre peau. Mais assouplir, c'est nous qui allons le faire avec vous avant la radiothérapie. Une zone de sein qui a été opérée, c'est une zone qui est durcie, souvent, parce qu'il y a de la fibrose au niveau de la glande mammaire qui a été coupée et parfois resuturée. Donc nous, c'est notre rôle de l'assouplir pour que le sein arrive à la radiothérapie en étant souple. Si vous n'avez plus votre sein, c'est la paroi qui doit être assouplie. Et ça, c'est notre rôle aussi, avant d'aller en radiothérapie. Ce qu'on dit communément, c'est que quand vous arrivez à la radiothérapie avec un tissu qui a déjà été bien assoupli, la radiothérapie va l'améliorer. Mais quand vous arrivez avec la radiothérapie avec un tissu qui n'a pas été préparé et qui est déjà fibreux, induré, la radiothérapie risque de l'indurer un petit peu plus. Donc c'est quand même dommage. Et le kiné, donc, est là pour ça. Le kiné, avant la radiothérapie, va aussi vous étirer vos pectoraux. Alors, les pectoraux, on peut s'arrêter 2 secondes sur les pectoraux. Il y a beaucoup de femmes qui, alors parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait continuer l'activité physique, vont continuer à faire leur séance d'aquagym. Une fois que la cicatrice est cicatrisée, pourquoi pas, une fois qu'elle est fermée. Et en aquagym, souvent, on travaille beaucoup les pectoraux. On ramène l'eau vers l'avant comme ça. Vous voyez, en pressant les mains l'une vers l'autre. Et ça fait travailler les pectoraux. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que les pectoraux, le pectoral du côté opéré va être irradié. Le pectoral, du fait de l'attitude de protection du sein, il est trop fort. Donc, si en plus, je le renforce dans les activités physiques, je vais à la salle de gym, je fais travailler mes pectoraux, eh bien, tout ça, c'est dommage, c'est pas nécessaire. Et c'est au détriment d'autres muscles qui sont les muscles postérieurs et qui devraient être plus forts. Donc, on arrête de ramener l'eau vers soi devant, on pousse l'eau comme on fait avec la brasse. On arrête de nager le crawl, on nage le dos crawlé. On arrête d'aller à la salle de gym pour faire des pectoraux, mais on pousse vers l'arrière des résistances pour muscler le dos. Donc, méfiez-vous de ces idées reçues sur les pectoraux. Il y a encore beaucoup trop de femmes qui font travailler leurs pectoraux pendant tout le parcours de cancer du sein. C'est inutile et c'est même néfaste pour votre confort. Par contre, renforcer le dos, avoir un dos solide, là, une fois de plus, c'est bon pour tout le monde et ça vous redresse pendant les traitements et ça va vous faire un bien fou. Donc méfiez-vous, les pectoraux n'ont jamais fait remonter la poitrine, n'ont jamais amélioré la poitrine, ça c'est une idée reçue. Donc méfiez-vous de ça parce que beaucoup de gens proposent aux femmes un travail du pectoral parce que c'est voilà, dans l'imaginaire collectif comme on dit et c'est complètement faux. Le kiné peut vous aider pendant les séances de radiothérapie. Alors, un conseil, mon conseil, ça serait de ne pas interrompre les séances de kinésithérapie pendant la radiothérapie si elles sont douces et localisées autour de la zone irradiée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore beaucoup de radiothérapeutes qui vous disent on ne va plus chez le kiné pendant la radiothérapie. Mais pourquoi? Moi, j'ai demandé à des radiothérapeutes, je leur ai dit mais pourquoi vous ne voulez pas? Et ils ne savent pas expliquer. C'est un peu une habitude. En fait, nous, on peut continuer à agir sur la posture, sur les muscles postérieurs. On peut drainer, mais sans toucher la zone irradiée.
On peut continuer à entretenir les cicatrices simplement par l'étirement dans certaines positions au niveau de l'épaule. Vous voyez, on peut continuer à vous aider, même pendant la radiothérapie. Alors peut-être pas à raison d'une séance par semaine, parce que vous êtes déjà très occupé par les séances de radiothérapie et on sait que c'est fatigant. Mais il ne faut pas non plus dire on n'y va plus. Ça n'a pas lieu d'être. Alors, certains ne veulent pas qu'on draine le sein, ne veulent pas qu'on touche la cicatrice. Ok, on respecte. Par contre, tout ce qui est autour, on peut continuer à vous aider pour vous conseiller et vous soulager. Donc ça se discute avec le kiné et puis aussi, pourquoi pas, avec votre radiothérapeute. Mais si votre sein, il gonfle beaucoup, peut-être que c'est bien aussi pour le radiothérapeute de drainer le sein et que le sein reste dans des proportions raisonnables. Moi, ce que je dis aussi à mes patientes pendant la radiothérapie, des conseils quand ça commence à chauffer. Par exemple, elles mettent dans le réfrigérateur un vaporisateur d'eau thermale, par exemple de la Roche-Posay, et parce qu'on sait que les cures à la Roche-Posay apportent une eau qui est vraiment anti-inflammatoire. Ce brumisateur dans le réfrigérateur, tous les soirs, après la radiothérapie, vous pulvérisez de l'eau fraîche et ça soulage. Et ça, on vous rappelle sans cesse tout ce que vous pouvez faire pour vous soulager. On vous rappelle les postures d'étirement du creux de l'aisselle. Même si ça fait mal, c'est nécessaire et vous pouvez le faire très en douceur, progressivement, et ça vous soulagera. Donc, vous voyez, même pendant ce temps-là, le kiné est utile. Alors, pour limiter les effets secondaires de l'hormonothérapie, on sait que les effets secondaires de l'hormonothérapie sont énormes, que c'est souvent pour ça que vous arrêtez vos traitements. Or, on sait quand même que ce sont des traitements efficaces. Donc, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner et de vous accompagner sur le plan global. On va toujours vous conseiller d'aller vers l'activité physique. Et là, on peut vous conseiller à savoir quelle activité physique par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à votre morphologie, par rapport à vos habitudes, par rapport à ce que vous faisiez déjà avant. Voyez, on peut vous conseiller tout ça. Et même, on peut vous conseiller des exercices qui vont mimer le geste sportif pour que vous n'arriviez pas à l'activité physique, à l'entraînement, avec une faiblesse dans ce geste, mais avec déjà un entraînement. Avec un élastique, on peut faire plein d'exercices pour vous préparer. On va continuer à vous enseigner les étirements et les étirements qui seront nécessaires par rapport au choix d'une activité physique. Il y a des activités physiques qui ne sont pas top parce qu'elles font trop travailler les pectoraux. Mais en même temps, c'est une activité physique que vous aimez faire. Eh bien, moi, je dis à mes patientes, je ne vais pas vous empêcher de faire ce que vous aimez. Mais ce n'est peut-être pas l'idéal. Alors faites-le. Mais prenez l'antidote. L'antidote, c'est quels étirements je fais après ma séance de gym pour étirer un muscle que j'aurais rendu trop fort et quel muscle je fais travailler pour équilibrer ce muscle trop fort. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas forcément l'activité physique, mais c'est une activité physique, ce n'est pas du sport, mais c'est le loisir. J'ai une patiente qui avait une reconstruction avec une prothèse un peu trop figée, un peu trop raide. Donc un pectoral très dur, très dense, trop dense. Et elle me dit, oh là là, là, de retour de week-end, j'ai très mal à mon pectoral. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Elle me dit, mais j'ai coupé ma haie. Ma haie, je l'ai coupée pendant 3 heures, vous savez, avec des grandes cisailles. Alors ça, c'est vraiment typiquement le travail du pectoral. Et elle me dit, j'ai très mal. Bon, je lui dis, mais vous savez que couper votre haie, c'est typiquement un travail du pectoral. Votre pectoral, il a trop travaillé. Donc c'est pour ça qu'il est douloureux. Et mais en même temps, elle me dit, j'adore tailler ma haie. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je ne vais pas lui dire ne taillez pas votre haie, mais je lui ai dit, quand vous taillez votre haie, vous en avez pour 3 heures, ok. Eh bien, toutes les demi-heures ou toutes les heures, vous allez vous allonger quelque part et puis vous étirez votre pectoral. On s'allonge en mettant les bras en chandelier, on tourne le bassin avec les jambes du côté opposé au pectoral qui est trop dur. En même temps, on presse sur son lit ou sur le sol vers l'arrière pour muscler les muscles postérieurs et ça détend le pectoral. En quelque sorte, je lui ai donné l'antidote de son action de couper la haie. Voyez? Donc c'est important ça aussi. Votre kiné, il est là pour ça. Il vous explique l'antidote de l'action faire. Alors bien sûr, il préférera que vous fassiez une activité physique dans la bonne direction, mais si vraiment c'est ce que vous aimez, eh bien, il vous trouvera l'antidote. Donc, on enseigne les étirements, on entretient la musculature et on aide à gérer la fatigue aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont fatiguées, mais aussi parce qu'elles en font trop.
On vous dit de faire de l'activité physique, alors vous faites un marathon. Eh bien non, il y a peut-être une progression à utiliser. Donc tous ces effets secondaires de l'hormonothérapie, on peut vous aider à les gérer. Et aussi, vous savez, nous, on est habitués à gérer les problèmes articulaires de nos patients, toutes pathologies confondues, les douleurs articulaires. Et quand on gère une douleur articulaire, on aime bien parler alimentation, on aime bien parler entretien, routine quotidienne d'étirement. Dans l'hormonothérapie, on peut faire ça aussi. Bien sûr, le médicament crée des douleurs, mais tout ce qui est à côté qui va créer des douleurs, une mauvaise posture, une mauvaise alimentation, trop inflammatoire, un manque d'activité physique ou trop d'activité physique, bah, tout ça, on va vous aider à gérer aussi. Ça fait partie de notre rôle de kiné. Alors maintenant, la reconstruction. Alors vous savez, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des reconstructions immédiates qui sont faites au moment du traitement du cancer. Tout de suite, vous avez une reconstruction. Quand il y a une ablation de la glande mammaire, c'est sûr que là, on aura très peu de temps pour vous préparer. Parfois, il y a même des hôpitaux, ils le font. Il y a une séance avec le kiné pour préparer. Ça, c'est génial. Si au moins on pouvait avoir ça, ça serait fantastique. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, en cas de reconstruction mammaire immédiate, souvent, il n'y a pas de préparation. Mais quand vous avez une reconstruction mammaire secondaire, et qu'on vous a suivi pendant toute la gestion de la mastectomie, on peut aussi vous préparer à cette reconstruction. Et là, on a deux types de zones à prendre en charge quand on est kiné. Les zones donneuses. C'est quoi une zone donneuse? C'est la zone de votre corps qui va donner un greffon, un lambeau, de la graisse. Et là, on va préparer. Et par tout un tas de moyens que l'on a à notre disposition, des massages, des assouplissements, du renforcement, voilà, toutes les préparations de qualité de la zone donneuse. Et la zone receveuse, c'est la zone de la mastectomie qui va recevoir le nouveau sein. Et là aussi, on va préparer tout le temps du suivi de la mastectomie, en fait, de la cicatrice de mastectomie. C'est comme si on préparait la reconstruction. Si vous ne voulez pas de reconstruction, c'est pas grave parce que ce qu'on prépare va vous laisser une zone confortable, indolore. Et si vous voulez une reconstruction, on va préparer comme ça le travail du chirurgien. Et on continue. Regardez, on va renforcer les muscles pour équilibrer la posture, on va étirer les muscles raides. Tout ça, ça fait partie aussi de la préparation de la reconstruction. On va lutter ensuite, une fois que la reconstruction sera faite, contre ce que les chirurgiens appellent les rançons cicatricielles. C'est-à-dire qu'on vous a fait une nouvelle cicatrice pour donner une zone de votre corps pour faire un nouveau sein. Donc, on va traiter tout ça comme on a traité toutes les autres cicatrices. Et puis aussi, par certains exercices, on vous aidera à vous réapproprier cette zone du nouveau sein. Parce que ce n'est pas évident d'avoir un nouveau sein, de vous réapproprier la zone. Et nous, on va vous conseiller comment se placer dans la vie quotidienne. On va vous rassurer aussi. Est-ce que c'est possible de se mettre à plat ventre sur un nouveau sein? Eh bien oui, mais on va le faire ensemble dans le cabinet, avec un coussin judicieusement placé pour pas trop appuyer sur le sein. Tout ça, c'est notre rôle de kiné et c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux au fur et à mesure des jours qui passent dans cette reconstruction et avec ce nouveau corps. Bien sûr, on va vous aider, vous l'avez compris, pour reprendre l'activité physique. Alors, il y a deux moyens de vous aider pour ça. Soit nous-mêmes, dans nos cabinets, on vous proposera de l'activité physique, ou bien on va faire en sorte que votre corps soit suffisamment solide, éduqué, souple pour aller faire de l'activité physique. Et notre rôle aussi, c'est donc de discuter avec vous, comme je vous l'ai déjà dit, pour savoir ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, ce que vous faisiez déjà avant. Parce que c'est important cette notion d'expérience. Est-ce que vous voulez faire un sport dans lequel vous êtes déjà experte ou est-ce que vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait? Ben, c'est sûr qu'en fonction de votre âge et de votre condition physique et de ce que vous avez eu comme traitement, par exemple, un lambeau sera peut-être plus fragile que si vous n'avez pas été opéré d'une reconstruction et vous ne pourrez peut-être pas faire n'importe quoi si votre musculature ne peut pas protéger le lambeau. Voyez. Donc tout ça, nous, on vous interroge, on discute avec vous et c'est aussi le rôle du kinésithérapeute. Donc moi, je propose du Rose Pilate et d'Avirose et je forme les kinés à ces deux techniques. Mais si votre kiné n'est pas friand de ce genre d'activité dans son cabinet, il doit vous orienter vers des sports, vers des activités physiques qui vous aident.
Et si votre activité physique préférée, c'est la chorale, eh bien, la chorale, chanter, c'est du sport, hein, comme dit l'association Souffle Rose. Donc, voilà, c'est important. Il va vous expliquer bah, comment vous tenir droite pour chanter, comment vous reposer entre les séances, peut-être comment mieux respirer si ce n'est pas déjà votre prof de chant qui vous l'apprend. Hein. Donc, vous voyez, nous, on peut vous aider dans tous les domaines en fait, physiques et aller beaucoup plus loin que le simple massage ou drainage ou juste mobiliser l'épaule ou masser une cicatrice. On va beaucoup plus loin que ça. Et tellement loin qu'on vous aide aussi à entretenir votre corps. Tout à l'heure, je vous parlais de cette prévention du lymphodème par la gestion de la prise de poids. Eh bien, moi, je surveille le ventre de mes patientes. Pourquoi le ventre? Pourquoi l'abdomen? Parce que c'est la graisse la plus mauvaise du corps, elle va se loger dans l'abdomen, en particulier au niveau de l'estomac. Et quand je vois une de mes patientes qui a tendance à prendre un peu d'embonpoint, je lui dis. Alors, j'essaie de lui dire gentiment, mais je ne veux pas passer à côté de ces conseils que je peux donner. Alors, ce n'est pas moi après qui donne la bonne alimentation, les aides, je l'envoie vers un nutritionniste ou vers d'autres professionnels de la nutrition, que j'entends sophrologues aussi, hypnothérapeutes qui peuvent aider aussi à perdre du poids, et puis aussi des auriculothérapeutes ou des acupuncteurs qui aident par exemple à se déshabituer du sucre, et ainsi c'est plus facile de mieux manger. Mais en tout cas, c'est moi qui vais déclencher ça parce que je les vois et je les vois déshabillés, donc je vois leur ventre et je leur dis ah là non, ça me plaît pas, et je leur explique pourquoi c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça risque de générer un gros bras, parce que dès que la graisse s'installe dans un bras qui a du mal déjà à gérer sa circulation lymphatique, eh bien la situation va vite s'envenimer. Et puis je sais que c'est pas bon pour la santé de prendre du poids, donc je vais aussi expliquer ça à mes patientes. Donc je les aide vraiment à entretenir leur corps, à s'étirer. Donc je leur donne des routines d'étirement. La routine, ça veut dire ben, j'en fais un peu tous les jours. Mais vous savez, tout le monde devrait s'étirer tous les jours, tout un chacun, parce que on ne vieillit bien en bonne santé que si on a aussi un corps qui est souple, qui est délié et qui n'a pas de raideur. Et donc, on travaille ensemble sur le programme d'activité physique idéal, mais pour tout le monde, comme pour tout un chacun. Et le dernier rôle du kiné, c'est répondre à vos questions. Parce que des études ont montré qu'on était très certainement le professionnel de santé qui restait le plus longtemps avec vous, à votre contact. Une séance de kiné chez un kiné qui sait bien travailler, c'est une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, on a le temps de parler. On a le temps de parler de plein de choses, mais on a le temps aussi de répondre à vos questions. Et puis aussi de pointer parfois dans vos discours des incompréhensions et de vous expliquer. Et ça, je pense que dans le processus d'avancer vers une reprise d'activité physique et une reprise de la vie quotidienne au mieux de vos possibilités, comprendre les choses, ne pas rester avec des interdits qui n'ont plus cours, ne pas rester avec des barrages comme ça, des barrières, ça vous aide à avancer. Donc le kinésithérapeute, c'est aussi quelqu'un qui va répondre à vos questions. Et ça, c'est très important. Et je vous ai remis ici les 3 réseaux qui vous permettent de trouver des kinésithérapeutes formés spécifiquement et avec lesquels vous pourrez parler et avoir des réponses à toutes vos questions. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. J'arrête de partager et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour Jocelyne, merci pour cet exposé. Merci beaucoup. J'ai trouvé le son. C'est bien. Voilà. Alors, j'ai reçu une question par email pour vous de la part de Brie à propos des séances LPG dont vous parliez tout à l'heure. Elle demande si les séances LPG peuvent être remboursées par la sécurité sociale ou par la mutuelle. Alors, pour moi, le LPG, c'est un outil. C'est-à-dire que le médecin ne doit pas prescrire des séances LPG. C'est, je sais pas, moi, c'est comme si le médecin vous prescrivait des séances avec une housse de table bleue. Nous, kinés, on a des outils dont le LPG, le CELM6 fait partie, et c'est un outil qui est très, très intéressant,
Mais ce n'est pas au médecin de le prescrire, ça. C'est nous qui savons que dans certains cas, il faut utiliser ce matériel. Donc, elle ne s'est pas remboursée par la sécurité sociale parce que ça n'a pas de traduction en matière de nomenclature des actes de kiné. Et c'est nous qui décidons de faire du LPG ou pas. Et d'ailleurs, tous les kinés ne sont pas équipés. Il y a des kinés qui ont d'autres matériels qui sont tout aussi efficaces. Et c'est pour ça que ça doit pas figurer sur l'ordonnance. Ensuite, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge des dépassements dus à l'usage de cette machine qui coûte cher. Mais là encore, euh, moi, je trouve pas ça normal parce qu'en fait, tous les kinés peuvent s'équiper de différents outils. C'est notre rôle de kiné de mettre en place les outils utiles pour la patiente. Ça ne doit pas être facturé en plus. C'est notre choix d'investir dans des outils. Voilà. Et en plus, la séance ne doit pas être exclusivement LPG. Parce que dans une séance, il y a toujours un travail de la peau, un travail des cicatrices, de l'épaule, de la posture, des conseils. Et donc, c'est pour ça que ça ne doit pas forcément être mis sur l'ordonnance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, il me semble que oui. Euh, Très bien. il y a Claudia qui réagissait par rapport à ce que vous disiez au moment où vous parliez notamment de mettre les épaules en arrière pour bien muscler le dos, etc. Donc Claudia nous dit que ça tire quand elle le fait, y compris sur sa cicatrice. Et pourtant, elle a été opérée il y a 10 ans. Ah oui, mais alors, voilà, Claudia, elle a tout dit, Claudia. Ça tire parce qu'elle a été opérée il y a 10 ans, qu'elle n'a pas eu forcément l'occasion de faire les exercices pour assouplir cette zone. Et c'est justement ça qui m'embête, c'est que ça tire. Ça veut dire que, Claudia, si vous commencez dès aujourd'hui à le faire tout en douceur, sans aller jusqu'à la douleur, vous allez progressivement mettre en tension la zone et ça va vous faire du bien à la longue et ça tirera de moins en moins. Et peut-être qu'en faisant quelques séances de kiné, le kiné va vous aider à ce que ça tire moins. Mais elle a tout dit, Claudia, c'est bien ça le problème. C'est que se redresser quand ça tire sur quelque chose qui est devant, ben ça prouve bien que ce quelque chose qui est devant est trop raide. Et ça prouve bien qu'on n'a pas fait le nécessaire pour rester souple. Et c'est ça qui va lui causer des problèmes d'épaule dans quelques temps. Et c'est contre ça que je me bats pour que les femmes aient accès à ces soins et que 5 ans après, 10 ans après, elles ne se retrouvent pas avec des problèmes de dos ou d'épaule qu'on aurait pu prévenir. D'accord. Mais Claudia a tout dit là. Hmm. Il y a justement Sonia aussi qui vous pose une question ensuite. Alors, est-ce que le rose pilate est limité à la reprise d'activité physique après une chirurgie ou peut-on aussi en bénéficier longtemps après, en parallèle de sa reprise d'activité sportive? Où peut-on le pratiquer? Et des adresses ou en cette période de Covid, une possibilité de le faire en ligne ou sur vidéo? Alors, le rose pilate, c'est une adaptation du pilate que j'ai créé pour mes patientes qui ne voulaient pas aller dans des cours avec tout un tas d'autres femmes, très souvent parce elles étaient complexées, parce qu'elles avaient une perruque, qu'elles avaient peur que la perruque tombe, parce qu'elles se sentaient raides et démusclées, parce qu'elles avaient grossi, parce qu'elles avaient maigri. Et puis du coup, j'ai organisé des exercices de façon à m'adapter au mieux à tous les déficits d'une femme opérée du sein. Donc c'est ça le rose pilate. Mes patientes, une fois qu'elles sont passées par le rose pilate, en général, elles continuent le pilate dans des cours où il y a tout un tas de personnes avec différentes pathologies ou sans aucune pathologie. Voilà, donc ça c'est bien, il faut comprendre. Le rose pilate, c'est un pilate encore plus adapté aux femmes opérées du sein, pas plus facile, je tiens à le dire, pas plus facile, mais où on va chercher toujours à mettre en jeu des zones qui manquent d'activité. Alors, je donne un exemple tout bête, mais par exemple, beaucoup de mes patientes qui ont des chimios, qui ont eu des neuropathies, ont les orteils raides. En rose pilate, je fais au mieux pour assouplir les orteils dans toutes les postures pilates.
Ça paraît bête parce que des fois, les orteils en pilates, on les oublie. Mais moi, je ne les oublie pas parce que je sais que c'est une préoccupation pour mes patientes. Et c'est ça le rose pilate. Donc, c'est un pilate un peu plus pointu. Donc, le pilate, de toute façon, en général, qu'il soit rose ou pas rose, c'est bon pour toutes les femmes. Donc, le pilate, il faut en faire toute sa vie pour avoir une jolie posture et puis être souple et gainé, avec une bonne respiration qui fait un joli ventre. Voilà, je pourrais dire ça du pilate. Alors, où est-ce qu'on fait du rose pilate? On fait du rose pilate chez les gens qui ont eu une formation pilate et en plus une formation pilate rose que j'ai développée. Et sur mon site Se reconstruire en douceur, vous avez un onglet qui est rose pilate et là, vous trouvez tous les professionnels qui sont formés au rose pilate. Et ensuite, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis tout un tas de vidéos que j'avais réalisées à l'époque avec mes patientes et que j'ai remis en ligne à l'occasion du confinement. Et là, vous pourrez trouver des tas d'exemples de rose pilate. Vous pouvez trouver aussi des exemples de rose pilate dans mon livre que j'ai écrit qui s'appelle Belle et en forme après un cancer du sein, la méthode rose pilate. Et puis sur le site de Rose, quand j'ai créé le Rose Pilate, Rose Up avait sur le site, et donc ça y est toujours, dans la rubrique bien-être, vous allez trouver tout un tas de vidéos Rose Pilate et qui sont réalisées avec mes patientes. Donc l'intérêt, c'est que vous me voyez en train de faire une séance de gym à une patiente, qui sont mes roses du bouquin, donc mes héroïnes. Et du coup, je corrige en même temps. Et dans le Pilate, ce qui est important, c'est pas tant l'exercice, mais c'est la façon dont vous le faites. Parce que vous savez, un exercice de gym, c'est toujours un exercice de gym. Et quand il est bien fait, bien contrôlé, c'est ça le Pilate. Et quand il est fait n'importe comment, juste pour être fait, c'est de la gym. C'est pas du Pilate. Voilà. Donc, allez regarder ces vidéos, vous verrez. J'essaye de pointer tout ce qui peut être utile pour vous pendant votre parcours. D'accord, merci. Merci aussi pour la précision entre la gym et le pilate, la différence. Oui, mais c'est ça en fait. Le contrôle. Vous savez, quand Joseph Pilate était vivant, sa gym s'appelait contrologie, le contrôle. Et aujourd'hui, dans la gym Pilate, c'est un peu une gym comment on dit, de maniaque obsessionnel. C'est-à-dire qu'il faut que la position de la personne soit parfaite. Il n'y a rien qui dépasse, tout est aligné, c'est joli à voir parce que justement, c'est comme des danseurs de ballet. À l'origine, Pilate, il donnait sa gym pour les danseurs de ballet. Donc, tout était magnifiquement bien placé. Et c'est ça qui est tellement efficace dans le Pilate, c'est d'être magnifiquement bien placé. Et pour les femmes opérées du sein, c'est très important parce que la chirurgie, justement, les a déconstruites et a fait qu'il y a plein de choses qui se placent mal parce qu'elles ont mal, parce qu'elles sont raides, parce qu'elles manquent de muscles. Et c'est pour ça que le pilate est tellement intéressant. Alors que dans une gym où on va laisser plus de liberté au positionnement, eh bien malheureusement, on risque de se positionner dans les positions de la vie quotidienne, c'est-à-dire très enroulée, en bougeant dans tous les sens. C'est ce qu'on voit sur Facebook souvent. On voit des vidéos où les gens bougent, font des gainages, alors ils ont les poings fermés, ils ont la tête en avant. Ben, ça, c'est de la gym, c'est pas du pilate. On fera le même gainage en pilate, mais bien placé, en respirant bien, sans se crisper, et ça fera d'autant plus de bénéfices. D'accord, merci. Alors, Nathalie vous pose une question. Je suis actuellement en chimio. La chirurgie est dans quelques mois. La kiné peut-elle m'aider à gérer les effets de la chimio? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et la kiné va vous aider aussi à faire de l'activité physique, à voir ce que vous pouvez faire, à vous assouplir, par exemple, justement les orteils si vous avez des neuropathies, à vous donner plein de conseils et donc à vous préparer en connaissance de cause quand vous allez approcher de la chirurgie, en faisant travailler vos omoplates, en faisant travailler vos épaules, de façon à ce que toutes les zones qui vont être le lieu de l'intervention soient au top pour que vous n'ayez pas d'effets secondaires et que vous soyez préparé à la chirurgie. Parce que vous savez, une omoplate, c'est pas facile à bouger. Quand on vous apprend à bouger vos omoplates juste après la chirurgie, bah, vous auriez plutôt envie de rester tranquille. Si on vous l'a appris avant, vous arrivez à la chirurgie avec une omoplate qui est mobile, qui est forte, avec des muscles qui répondent. Et ça, c'est génial. Du coup, la chirurgie sera moins désagréable. D'accord, merci.
Jeanne vous demande aussi à propos donc des cicatrices. Si une cicatrice reste encore très adhérente malgré plusieurs séances de LPG, que faire? On m'a dit que ça peut prendre 2 ans. Qu'en pensez-vous? Alors, d'abord, j'aime pas ça peut prendre 2 ans. Bah, ça veut rien dire parce que, il faut qu'elle soit bien travaillée et puis, là non plus, ça me gêne quand on me dit: «Malgré du LPG» parce qu'on peut faire du LPG très, très mal et est-ce que déjà on vous a travaillé à la main, après avec du LPG, après du catep qui prolonge le traitement de la cicatrice? Vous savez, on colle des petites bandes de couleur sur la cicatrice. Comme ça, entre 2 séances, votre cicatrice, elle continue à s'assouplir. Est-ce que vous faites des étirements tous les jours, des étirements qui prennent en compte la cicatrice pour continuer à l'étirer? Est-ce que votre pectoral sous la cicatrice, il est souple? Est-ce que vous savez l'étirer? Est-ce que vous savez comment renforcer vos muscles arrière pour combattre la prédominance du pectoral? C'est tout ça qui va faire que votre cicatrice va s'améliorer et pas seulement parce qu'on fait du LPG dessus. Est-ce que la personne qui a posé la question peut me dire si elle fait tout ça en plus? Alors je vais voir si Oui, elle va répondre. J'ai une autre question qui oui, joint aussi avec un témoignage de Claudia. oui. Donc tout d'abord, elle vous remercie pour votre intervention. Merci Alors, Claude. elle a une zone de l'omoplate qui a recommencé à la démanger depuis qu'elle a dû reprendre de la chimio par intraveineuse à l'hôpital. D'accord. Cela me démange sans cesse et je me gratte parfois jusqu'au sang. Je pense que c'est peut-être une sorte de muscle froissé. Pensez-vous qu'un kiné pourrait m'aider à me débarrasser de cette gêne? Alors, c'est oui, pardon. Alors, est-ce que je continue ou est-ce qu'on le fait Oui, en allez-y, deux allez-y, fois? allez, oui, continue, continue. Comme vous voulez. Parce qu'après, elle passe sur le lymphodème. Alors, Ah bon, alors d'accord, je vais répondre d'abord à l'omoplate, d'accord. alors, le problème de l'omoplate. Alors, un muscle froissé ne donne pas de démangeaison, déjà. Si vous avez des démangeaisons, c'est plus un problème de nerf qui est coincé peut-être au niveau de la colonne et qui va faire ce qu'on appelle des paresthésies. C'est-à-dire que le nerf, il est abîmé alors ça peut être par une contracture musculaire, mais en tout cas, il faut plutôt voir ça comme un nerf qui ressent trop, qui vous donne trop d'informations. Vous voyez, le nerf, ça donne de la sensibilité, mais quand il est coincé, excité, abîmé, la sensibilité va être décuplée. Et du coup, ça fait des démangeaisons, ça fait des sensations bizarres ou des brûlures. Et donc, il faut plutôt effectivement voir un kiné, voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau de la colonne qui peut être un petit peu amélioré. Mais ce n'est pas le muscle froissé qui donne des démangeaisons. Vous voyez, il y a le nerf entre les deux. Il y a une histoire entre les deux, c'est le nerf qui est excité. Donc, faut essayer d'aller voir dans ce sens-là. Et les chimiothérapies donnant des neuropathies, la neuropathie, c'est quoi? C'est le nerf qui est abîmé par les produits de la chimio et qui va justement donner des sensations bizarres, erronées, accentuées. Donc, c'est peut-être en rapport avec ça. Donc, il faut aussi qu'elle en parle à son oncologue par rapport à la chimio. Surtout si elle a d'autres manifestations de ce genre. Mais oui, de toute façon, elle peut en parler à un kiné. Mais ce n'est pas un D'accord. muscle froissé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, Alors, le lymphodème, donc. merci. Alors, oui, ensuite, par ailleurs, j'ai un lymphodème, donc toujours Claudia Oui, par ailleurs, j'ai un lymphodème au bras droit depuis 1 an, survenu oui. 10 ans après mon opération. Mon kiné Mm, m'a beaucoup aidé en me faisant des massages par compression. Cependant, personne ne m'a parlé des bandages à mettre, ce qui fait que mon bras a réduit mais sans plus. Par ouais, ailleurs, j'ai dû arrêter les séances de kiné à cause du Covid-19 ouais. et mon retour à la chimio à l'hôpital. Que me conseillez-vous, s'il vous plaît, de faire? Ben, déjà, je vous conseillerais de. Parce que déjà, il faut comprendre pourquoi votre lymphodème est arrivé 10 ans après. Parce que moi, souvent, ce que je dis à mes patientes, c'est ça a circulé pendant 10 ans. Donc, si ça a circulé pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, ça s'est mis à gonfler, c'est qu'il y a un facteur nouveau qui est arrivé. Alors, est-ce que vous avez pris du poids? Dans ce cas-là, essayez de faire attention à bien gérer votre poids. Est-ce que vous avez arrêté de vous étirer, de vous muscler? Est-ce que vous le faisiez pendant ces 10 ans, de tout le temps vous étirer? Voilà, c'est tout ça qui va faire que votre creux de l'aisselle vieillissant, vous voyez comment je le dis, c'est gentil, hein, c'est pas, alors on va dire prenant des années,
En vieillissant, on s'enraidit, on se démuscle, on se recroqueville. Eh bien, tout ça peut générer du lymphœdème. Donc, bien sûr, ce serait bien peut-être de mettre un manchon ou des bandages, mais vous savez, les manchons et les bandages, souvent, ça n'a de rôle que de stabiliser votre lymphœdème pour éviter qu'il grossisse davantage. Mais peut-être que si vous perdez un petit peu de poids, comme votre kiné vous a beaucoup aidé, c'est donc que votre lymphœdème, il a été modifié, donc c'est bien, c'est bon signe. Donc, continuez à regarder du côté de la souplesse de l'épaule, de vos activités musculaires, de votre poids, donc, et peut-être que tout ça, ça va vous aider encore à améliorer ce lymphœdème. Et regardez, là encore dans les vidéos YouTube, parce qu'il y a des exemples d'étirements de l'épaule que vous pourriez peut-être recommencer à faire ou commencer si vous ne les avez jamais faits et qui devraient pouvoir vous aider. D'accord, merci. Donc Claudia vous remercie, infiniment. Merci. Elle vous explique, voilà, la naissance de son lymphœdème, c'est à la suite Ouais. d'avoir soulevé 2 pastèques et elle avait aussi pris un peu de poids, c'est vrai. Voilà. Alors, si je peux rassurer Claudia quand même par rapport au soulèvement de 2 pastèques. Alors ça, alors, Claudia, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment une idée reçue, de dire que le lymphœdème arrive quand on soulève des poids. C'est malheureusement pas ça. Parce que on cherche toujours une cause quand on a un problème qui survient. C'est sûrement votre poids qui, à la longue, a créé une difficulté à faire circuler le lymphatique dans votre bras. Et puis vous avez pensé que c'était soulever les pastèques, mais non, 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 c'est pas comme ça que ça arrive un lymphœdème. Tout au plus, il y aurait eu une lymphostase, c'est-à-dire une petite surcharge de travail du bras, mais c'est pas ça qui. À tel point qu'aujourd'hui, on sait que quand les femmes ont un lymphœdème, on leur fait faire de l'activité physique jusqu'à faire de haltérophilie et que ça n'aggrave pas le lymphœdème, du moment que, bien sûr, l'entraînement est progressif. Donc, ôtez-vous ça de la tête. Pourquoi je dis ça, Claudia, sans vouloir vous embêter, hein. C'est parce que je ne veux pas que vous gardiez dans votre esprit l'idée que l'activité physique est dangereuse pour le bras, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et pourtant, c'est ce qu'on a dit aux femmes pendant des années et qu'on continue d'entendre. Il faut absolument combattre ça parce que l'activité physique et le renforcement musculaire de votre bras, c'est justement ce qui va permettre d'éviter la survenue du lymphœdème, en étant bien sûr progressif. Mais ce n'est pas ça qui fait arriver le lymphœdème. D'accord. Donc, faut vraiment que les femmes se libèrent de ces interdits. Je vais même vous dire un truc. Aujourd'hui, on dit, et ça a été démontré, qu'on peut prendre la tension du côté du bras opéré. On peut faire des prises de sang du côté du bras opéré. C'est pas ça qui fait apparaître un lymphœdème. C'est vraiment le surpoids, l'absence d'activité physique. Alors bien sûr, j'irai pas dire à mes patientes, allez, allez, faites la prise de sang de ce côté-là, prenez l'attention de ce côté-là, parce que faut pas brusquer les femmes dans leurs idées, mais il faut pas qu'elles se privent d'activité physique à cause de ces interdits qui n'ont plus cours. Donc ça évolue beaucoup, hein, la connaissance du lymphœdème. Ah, il y a Stéphanie qui nous écrit un grand texte. Oui, et là, alors j'ai une question aussi de Jeanne. D'accord. Alors Jeanne nous dit qu'elle fait régulièrement des exercices pour étirer le pectoral. Oui, Je fais des automassages de la cicatrice et j'ai eu aussi des massages manuels, oui. mais pas de catap, Catep, ouais, catep. catep. Voilà. Mmh. Pouvez-vous m'en dire plus concernant le catep? Alors, le catep, c'est quelque chose qui a été inventé par les Japonais. On le voit chez les sportifs. Bah tiens, hier, il y avait, comment il s'appelle, Djokovic qui jouait à Roland-Garros. Il avait une espèce de bande collée dans les cervicales. C'est du catep. Ce sont des bandes de tissu de couleur en général que l'on colle sur des régions du corps que l'on veut soit détendre, soit drainer, assouplir dans le cadre des cicatrices. Et ça, c'est le kiné qui va le faire à la fin de sa séance. Et ça va permettre, quand on traite une cicatrice et qu'à la fin de la séance, elle est très souple, on met des petites bandes de tissu collées avec une certaine méthodologie. Donc ça, c'est le kiné qui se forme pour faire ça. Et du coup, ça maintient la cicatrice souple pendant
pendant quelques jours, on peut se doucher avec ces bandes de tissu collées sur la peau, ça gêne pas. Et au bout de quelques jours, on les enlève. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet de gagner un peu plus dans la souplesse de la cicatrice. Voilà. Donc, il y a des kinés qui sont formés à ce genre de technique. Voilà, ça s'appelle du kinésio-tape. Tape en anglais, ça veut dire bande. Ça s'appelle aussi du K-taping. Voilà, et on les voit chez les sportifs. Quand vous regardez à la télé une émission avec des sportifs, ils ont des bandes de couleurs, des bleus, des roses. Voilà, c'est parce que c'est beaucoup utilisé pour soulager les sportifs. D'accord, merci. Donc, en effet, Stéphanie nous écrit j'ai des lancements dans le bras, des tensions et douleurs, axillaires, épaules cervicales, des tiraillements dorsaux. J'ai essayé beaucoup d'activités adaptées qui me déclenchent des douleurs, même en douceur. Et j'ai été opérée ablation il y a 3 ans et avec reconstruction du grand dorsal il y a 1 an et demi. Que puis-je faire? J'ai eu des séances de kiné et elles me disent qu'elles ne peuvent pas faire plus car certaines séances me déclenchent des douleurs. Merci par avance. Alors Stéphanie, moi j'aurais tendance à dire que si les séances déclenchent des douleurs, il ne faut pas arrêter les séances, mais faut chercher d'autres techniques. Parce que normalement, la séance de kiné, elle devrait plutôt vous soulager. Donc voilà, c'est un grand dorsal. On sait que malheureusement, ce sont souvent des opérations qui laissent des douleurs, mais on arrive quand même à soulager ces douleurs à la longue. Mais il faut chercher, parfois, c'est pas facile. Et puis parfois, dans les reconstructions du grand dorsal, il faut se faire aider avec de l'acupuncture. Il faut faire du muscle, donc il faut vraiment faire de la gym. Plus vous allez avoir un dos solide, plus votre grand dorsal et votre chirurgie du dos va devenir discrète en termes de douleur. Donc, je ne sais pas ce que vous avez eu comme kiné. Parce que vous savez, kiné, c'est vague. On peut faire plein de choses. Donc, donc la cure qui vous a fait du bien, c'était une cure, c'était quel style de cure? Euh, Qu'est-ce qu'on vous a fait pendant la cure? Voilà. C'est ça que j'ai besoin de savoir. On va attendre. Veine, oui, donc vous deviez sûrement avoir au niveau donc la cure à veine, c'est des cures qui aident au niveau de la peau, qui assouplissent la peau par les massages, par les eaux thermales qui sont souvent anti-inflammatoires. Donc il doit y avoir de l'inflammation, il doit y avoir un peu de blocage dans votre dos. Donc un dos qui a des blocages comme ça et qui fait mal, avec des cicatrices de grand dorsal qui, on le sait, sont souvent douloureuses, hein. Eh bien, ça se traite, ça continue à se traiter par des massages, par des étirements, par du renforcement musculaire. Après, les autres techniques, c'est de l'acupuncture, de l'auriculothérapie par rapport aux douleurs. Voilà, est-ce que vous faites de la gym? Est-ce que vous musclez régulièrement votre dos? C'est tout ça. Donc, c'est pas tant la séance de kiné, vous voyez. Voilà, la kiné sous l'eau m'a fait du bien. Donc, vous voyez, ce qu'on entend dans ce que vous dites, ce qu'on peut lire c'est tout ce qui détend vous fait du bien. Tout ce qui est anti-inflammatoire vous fait du bien. Donc, il faut continuer ces techniques pour vous soulager. Et puis, en parallèle, il faut vous muscler parce qu'un dos qui a été affaibli par le lambeau du grand dorsal, il doit se remuscler. Et c'est possible, hein. Et donc, tout ça, ça doit vous redonner de la force dans votre dos. Et cette force dans votre dos devrait vous soulager sur le long terme. Justement, j'ai une question Oui. de Sandrine aussi, qui a pris une mastectomie il y a une semaine. Faut-il commencer les séances de kiné à J15 et comment reprendre le renforcement musculaire sans se blesser? Eh bien, ça, il faut le reprendre déjà le renforcement musculaire sous contrôle du kiné. Déjà, c'est le kiné qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et à J15, avec une mastectomie, oui, il est temps de reprendre les séances de kiné et en suivant les directives du chirurgien. Parce que le chirurgien, il a dû dire jusqu'à quelle amplitude vous allez pendant les 15 premiers jours. Est-ce que vous avez déjà revu votre chirurgien en consultation post-opératoire ou pas? Est-ce que vous le revoyez à 15 jours ou est-ce que vous le revoyez à un mois? Et si vous le revoyez à un mois, il a dû vous donner les amplitudes que vous devez atteindre à un mois. Alors, pour le moment, j'ai pas de réponse suite à vos questions. Ouais. Voir si
elle me répond dans les quelques minutes. Je reviens sur les mots de Stéphanie auxquels vous Oui. répondiez tout à l'heure aussi. Après la kiné sous l'eau qui lui a fait du bien, elle dit aussi qu'elle a fait de l'acupuncture, mais que là, ça n'a pas été un succès. Vous savez, dans une prise en charge de douleur, surtout dans une chirurgie du grand dorsal, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Tout dépend de l'origine de la douleur. Et là encore, dans un lambeau de grand dorsal, il peut y avoir une cause musculaire, il peut y avoir une cause posturale, il peut y avoir une cause cutanée et nerveuse. Donc en fait, il y a plein de raisons malheureusement d'avoir des douleurs après une chirurgie du grand dorsal. Et donc, il faut essayer dans toutes les directions pour gérer ce dos qui est douloureux. Et donc, bien sûr, bon, bah, l'acupuncture n'a pas fait d'effet. Il reste toutes les autres techniques. Et on a des pistes, puisque Stéphanie, elle nous dit que la cure lui a fait du bien, la kiné sous l'eau lui fait du bien. Donc, on a une idée de ce qui peut lui faire du bien. C'est de la détendre, c'est de l'assouplir et d'avoir une action anti-inflammatoire. Bon, bah, c'est bien, il faut continuer dans ce sens-là, mais en parallèle, il faut commencer à soulager, enfin à renforcer pardon, les muscles, parce qu'un dos, c'est un dos qui doit être fort, qui doit être souple, et c'est tout ça en même temps qui va soulager. Et les cicatrices sont souples, oui, mais j'imagine bien. C'est vraiment la difficulté du grand dorsal, ça. C'est de garder des douleurs alors qu'on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Mais je pense qu'il ne faut pas vous décourager, Stéphanie. Il faut continuer à vous muscler le dos et à faire très attention à votre posture. Parce que malheureusement, le dos, je ne sais pas si vous travaillez assise, Stéphanie, comment vous travaillez dans la journée, comment vous êtes, est-ce que vous faites de la gym pour votre dos? Parce que malheureusement, vous savez, le dos, aujourd'hui, il est malmené par les stations assises prolongées. Donc, si en plus, là encore, hein, il y a souvent des doubles causes. La station assise de tout un chacun aujourd'hui malmène le dos, et vous, en plus, vous avez une cicatrice et vous avez été opéré. Donc, tout ça, alors, agent de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez plutôt debout ou plutôt assise? Ou plutôt un travail de force, debout, et vous avez plutôt des actions de force à faire? Donc, des charges, des choses comme ça? Agent de service, oui, c'est ça. Alors, vous soulevez des personnes? Des personnes âgées? Elles travaillent dans une EHPAD, dans un EHPAD? Non, d'accord. Donc, est-ce que vous faites de la gym pour votre dos? Est-ce que vous faites du renforcement musculaire pour votre dos? Est-ce que vous arrivez à faire une activité physique pour votre dos? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous tenez souvent bien droite, ou est-ce que vous avez du mal à... Oui? Et malgré ça, ça ne vous soulage pas? Après, vous avez mal quand vous faites de l'activité physique, vous avez mal après? Eh bien, alors ça, c'est pas bien, c'est pas normal. Une activité physique ne doit pas vous déclencher vos douleurs. Ça, c'est très important. Mais pour tout le monde, hein, c'est que votre activité physique, ou elle est trop intense, ou elle n'est pas adaptée, ou alors vous vous placez pas très bien pendant vos exercices. Parce que logiquement, la séance, elle devrait plutôt... là, c'est difficile, Stéphanie, de dire ce que vous devez faire parce que je ne vous vois pas faire vos exercices. Ouais. Alors c'est Sandrine, je lisais le... Stéphanie, pour finir de répondre à Stéphanie, moi je dirais comment vous faites vos exercices, quels exercices vous faites dans vos séances de gym, et est-ce qu'il y a des exercices qui, d'après vous, sont responsables de vos douleurs? Et dans ce cas-là, il faut en parler avec la personne qui vous fait faire les exercices, si vous faites avec quelqu'un, un coach et puis il faut aller voir un kiné en disant, voilà, quand je fais mes exercices, oui, mais la douceur, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, la douceur, parce que vous pouvez faire en douceur, mais dans le mauvais sens. Donc, il faut plutôt montrer l'exercice comme vous le faites, avec un professionnel de la douleur, donc plutôt avec le kiné, et voir comment, pourquoi cet exercice vous fait mal. Parce que ça, ce n'est pas normal que vous ayez mal après. Au contraire, l'activité physique devrait vous soulager.
Envoyez-moi une vidéo, Stéphanie. Faites un exercice, faites-moi un petit assortiment de ce que vous faites en gym, vous vous faites filmer et puis moi je vous dis: «Tiens là, il y a quelque chose que vous pourriez améliorer», je ne sais. Alors, je crois que vous avez vu que Sandrine répondait aussi à vos questions, Alors donc voilà, elle s'est mise sur le oui, chat en direct. oui. Donc, je lis sa réponse ou je vous laisse le faire? Oui, alors Sandrine, elle nous dit: «Je revois mon chirurgien dans un mois», donc ça c'est bien, hein, de voir son chirurgien. Plus tôt vous le voyez, mais ça dépend pas de vous, hein. Il y a des chirurgiens qui revoient à 15 jours, il y a des chirurgiens qui revoient à 1 mois. J'ai une ordonnance pour des séances de rééducation de l'épaule et de la paroi thoracique droite, ça c'est bien, à J21. Donc ça veut dire à 3 semaines avant de voir le chirurgien. Bah, moi je serais, Sandrine, j'irais déjà voir un kiné, pas attendre 3 semaines. Qu'est-ce que vous avez eu comme chirurgie au niveau du creux de l'aisselle, Sandrine? Alors, on va voir combien de temps elle va mettre pour répondre. En attendant sa réponse, Ouais. j'ai Claudia qui souhaitait, qui a réagi aussi par rapport à ce que vous disiez. C'est juste un petit témoignage. Donc, Oui, elle dit d'accord, je comprends ce que vous dites. En fait, c'est parce que c'est arrivé 2 jours. Vous savez, Claudia, c'est celle qui a oui, soulevé les les pastèques. pastèques, ouais. Voilà, c'est arrivé 2 jours après cet épisode où je me souviens que je m'étais vraiment fait mal au bras en soulevant ce Mmh, sac qui mmh, contenait 2 pastèques de chacune près de 7 kilos. ouais, Alors, rassurez-vous, avant, je faisais même du tir à l'arc, donc je faisais un peu de sport. Mais vous avez raison, il faut absolument faire du sport. ouais, très bien, OK. J'ai deux nouvelles C'est ce questions que je veux dire. aussi Oui. de Brie. Bonjour et merci pour votre intervention. Est-ce qu'un kiné, en massant une cicatrice avec adhérence, dans mon cas, ne risque pas de déplacer les zones repérées pour la radiothérapie? Merci d'avance. Alors oui, oui, c'est tout à fait ce que disent les radiothérapeutes. Parfois, ils ne veulent pas que le kiné intervienne pendant, la radiothérapie parce que si on modifiait, la texture du tissu, la souplesse des cicatrices, on pourrait effectivement modifier les repérages et vous savez qu'aujourd'hui pour la radiothérapie, les repérages sont extrêmement précis. Donc si vraiment le radiothérapeute nous dit ça, et que effectivement la cicatrice est adhérente, oui, on ne va pas travailler parce qu'on ne veut pas modifier les repérages. Hem, Entre parenthèses et entre nous, moi ce que je dis, c'est un peu dommage d'être arrivé à la radiothérapie avec une cicatrice adhérente. Il aurait fallu peut-être qu'on prescrive des séances, avant pour ne pas arriver à la radiothérapie avec une cicatrice adhérente. Mais elle a tout à fait raison, Brie, c'est tout à fait ça ce qui se passe en fait. Moi, j'ai eu récemment une femme avec un lymphocèle dans le creux de l'aisselle et une corde. Et puis, on m'a dit non, non, il ne faut pas commencer la kiné parce qu'on a fait les marquages avec tout ça. Il ne faut pas régler le problème maintenant. C'est trop tard en fait. Mais on aurait dû envoyer cette femme avant. Alors c'est vraiment moi je trouve ça dommage pour les femmes, mais c'est la réalité du marquage de la radiothérapie et finalement tant mieux si la radiothérapie aujourd'hui elle est si précise, ça évite quand même d'avoir des soucis, sur comme on avait avant sur des régions plus étendues. D'accord. J'ai Alors, alors j'ai vu que Sandrine a répondu et j'ai une question aussi de Jeanne à propos des adhérences de cicatrices. on va continuer sur l'adhérence de la cicatrice peut-être? D'accord, voilà, c'est ce que je comptais vous proposer. Donc Jeanne nous dit que je n'ai pas pu faire de la kiné. Alors, je n'ai pu faire de la kiné qu'après la fin du confinement Ouais. concernant la cicatrice et donc elle en a profité pour adhérer. Est-ce que c'est rattrapable? Alors oui, alors ça c'est une chose extrêmement, importante à comprendre. Une cicatrice, quel que soit son âge, même 30 ans après, on peut faire bouger une cicatrice. Et moi, j'ai des exemples de patientes, alors même pour d'autres cicatrices, presque des cicatrices plus compliquées que le sein, et il y en a au niveau de l'abdomen parfois, on arrive à faire changer une cicatrice quand on s'en occupe bien. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas perdre de temps, mais il ne faut pas hésiter à y aller. On a toujours moyen d'améliorer les cicatrices. Ça, c'est très, très important. Alors, Sandrine nous a répondu. Sandrine nous dit qu'elle a eu un ganglion sentinelle sous l'aisselle droite
et 14 ganglions sous l'aisselle gauche et un curage axillaire à gauche. Mais Sandrine, vous nous parliez de votre rééducation pour l'épaule droite et vous n'en avez pas pour l'épaule gauche alors du coup? Alors, donc, mais pourquoi il a fait des prescriptions que pour l'épaule droite? Je ne comprends pas. Vous avez été opérée des deux côtés, Sandrine, c'est ça? Alors, on est en train d'attendre la réponse. Oui. Alors, en attendant la réponse de Sandrine, en fait, que vous soyez opéré du sein ou du creux de l'aisselle, et quel que soit le type d'intervention, toutes les femmes devraient avoir de la kinésithérapie. En fait, les problèmes de raideur et les problèmes de faiblesse musculaire ne sont pas tellement en rapport avec le type de chirurgie, mais aussi avec le type d'attitude, la douleur. Donc, en fait, toutes les femmes devraient avoir de la chirurgie. Toutes, toutes, toutes. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas les chirurgiens qui, dans les hôpitaux, ils disent voilà, madame a eu une tumorectomie ganglion sentinelle, il n'y a pas de kiné. Et puis une autre dame a eu mastectomie, curage axillaire, il y a de la kiné. Non. En fait, dès qu'on vous opère, vous pouvez avoir de la kinésithérapie parce que c'est douloureux, c'est pas une période très facile, il faut qu'on vous aide. Et voilà, alors voilà, c'est exactement ça, Sandrine. Elle a eu une tumorectomie du sein gauche et une mastectomie du sein droit. Eh bien, euh, moi, si j'étais kiné, je reçois Sandrine et je vois une ordonnance avec seulement un travail d'un côté, eh bien, je dis à Sandrine de retourner voir son chirurgien ou l'assistante du chirurgien, parce que parfois c'est des plus faciles à atteindre, et dire, mais moi, je veux de la rééducation pour les deux côtés. Parce que vous méritez une attention sur vos deux épaules, sur vos deux côtés. Ça, c'est capital. Et donc, pour les deux côtés, on va faire en progression, travail de l'élévation du bras, travail des cicatrices, travail du dos globalement, mais ça, de toute façon, on le fera toujours globalement, donc là, tout va bien. Et il faut absolument qu'on prenne en charge les femmes parce qu'elles sont opérées et pas en fonction du type d'opération. Donc, la question de départ de Sandrine, c'était. Alors, de Sandrine, je retourne tout Question en de haut. départ, ouais. C'était comment reprendre le renforcement musculaire sans se blesser? Il Voilà, faut-il commencer les séances de kiné à J15? voilà ben, les séances de kiné, alors plus vite vous y allez, mieux c'est. De toute façon, le kiné, il va s'adapter à la cicatrisation, à vos difficultés et il va pas brûler les étapes, il ira doucement, mais au moins il vous accompagnera. Et puis les exercices que l'on fait avec un élastique, c'est-à-dire, vous savez, tirer sur l'élastique en arrière, comme ça, un élastique qu'on accroche à une porte. Ça aussi, vous le verrez dans les vidéos de YouTube. Il n'y a pas de danger parce qu'il suffit de tirer légèrement et on se muscle le haut du dos. Regardez, on peut même le faire avec une écharpe. Vous prenez une écharpe, vous prenez un torchon. Donc là, j'ai pas le torchon, j'ai pas l'écharpe, mais je vais retirer mon pull et ça va le faire. Ça va faire un exemple. Voilà. Je prends mon pull vert ici comme ça. Voilà, je le mets devant moi. D'accord? Et je tire. Vous voyez, mes coudes, je les ai mis à hauteur de mon épaule. Et je tire sur mon pull comme si je voulais le déchirer, en douceur. Donc, je ne tire absolument pas sur une quelconque cicatrice parce que je ne suis pas allée assez haut je ne suis pas allée en arrière non plus pour tirer sur les cicatrices. Et juste en faisant ça doucement, je ne suis pas forcée de tirer comme une brute, je tire doucement sur mon pullover, eh bien, je sens mes omoplates qui se rapprochent, je travaille mes bras pour aller vers l'arrière, je travaille mes épaules, je le fais en soufflant, donc je travaille mon ventre et en me grandissant, donc je travaille ma posture. Et ben voilà un exercice que une femme peut faire quasiment à n'importe quel moment de sa chirurgie. Merci Et beaucoup. on commence comme ça à avoir un peu de ressenti musculaire. Et c'est important pour une femme qui a, en plus, Sandrine opérée des deux côtés, forcément, elle a les deux côtés qui s'enroulent. Donc là, ça va vous redonner, Sandrine, un peu de tonus au niveau du dos. Stéphanie demande, serait-il possible de rentrer en contact avec vous pour essayer de comprendre?
Alors Stéphanie, c'est Stéphanie qui a mal au dos à la suite de son grand dorsal, c'est ça, hein? Je crois, oui. Oui, et qui est Merci dans d'avance. une EHPAD, ouais. Ouais. Eh ben, oui, oui, vous êtes où Stéphanie? On peut lui donner mon mail à Stéphanie, je peux donner mon mail, hein, D'accord. Donc Stéphanie, vous n'hésitez pas à vous envoyer un email en contact. Alors, si vous êtes Elle est en Gironde. en Gironde, moi j'ai plein de collègues qui sont autour de Bordeaux, qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein et qui devraient pouvoir vous aider. Est-ce que vous avez votre kiné, est-ce que vous avez un kiné qui est adhérent du RKS, du réseau des kinés du sein? Oui. Eh bien, normalement, Oui. la personne doit vous aider à vous soulager. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Attention, le grand dorsal, c'est une chirurgie qui a souvent des douleurs, qui restent longtemps. Donc, il faut essayer de chercher. Faut tâtonner parfois, faut chercher, mais il faut pas vous décourager. Et là, vous avez déjà donné des pistes de quelque chose, des choses qui vous soulageaient. Donc, on devrait petit à petit trouver, en allant vers ces idées aussi de détente, par exemple, aussi faire de la sophrologie, faire de l'hypnothérapie. Parce que quand il y a des douleurs comme ça il y a des douleurs qui finissent par être ancrées dans notre cerveau. C'est pas dans la tête, attention, hein, c'est pas péjoratif, c'est pas dans la tête, mais c'est une douleur qui est ancrée dans notre cerveau tellement elle existe depuis longtemps. Et pour la retirer du cerveau, eh oui, vous avez fait aussi ça. Ouais. Ah oui, donc, faut, ouais, ouais. Ouais, c'est difficile, hein. De toute façon, c'est très difficile, mais voilà, faut pas perdre confiance parce qu'il y a déjà des choses qui nous montrent qu'il y a des choses qui vous soulagent. J'ai Donc, un oui, nouveau message aussi de Brie oui. qui nous dit: Ouf, je n'ai pas encore commencé la radiothérapie ni le centrage des zones à traiter. Je vais aller voir un kiné avant pour améliorer la cicatrice et l'adhérence. Selon vous, quelle serait la fréquence idéale des séances de kiné? Un par jour ou plus espacé car cela décale d'autant la radiothérapie? Alors, euh, on va pas décaler la radiothérapie, hein. Vous savez que la radiothérapie, elle peut pas être décalée parce que si elle est faite trop tardivement après la chirurgie, elle est moins valable. Donc, on décalera pas la radiothérapie. C'est pas parce que vous ferez, là encore, c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister. C'est pas parce que vous ferez 5 séances de kiné par semaine que ça vous aidera. Moi, je préfère un kiné qui vous fait, par exemple, 2 séances dans la semaine, mais qui vous donne des exercices à faire toute seule. C'est ça qui va vraiment vous aider. La posture, les muscles, ça ne sert à rien de masser une cicatrice tous les jours parce que, à la limite, la peau et la cicatrice, si elle est trop massée, elle peut se durcir. Donc, la fréquence raisonnable, c'est, on va dire, 2 séances par semaine, mais entre les séances, vous devez vous étirer pour que la cicatrice, une fois que le kiné l'a massée, elle ne soit pas recroquevillée parce que vous vous tenez mal. Et il faut bien vous mettre dans l'idée d'être active dans vos traitements. Alors, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais moi, mes patientes, je les fais bosser chez elles. Et c'est comme ça qu'après, elles sont autonomes et qu'elles vont mieux. Donc, prenez rendez-vous chez un kiné, oui. 2 fois par semaine, c'est très bien. Et puis, voilà, vous voyez avec l'oncologue, le radiothérapeute, s'il veut décaler un tout petit peu la radiothérapie, mais on sait qu'on ne peut pas trop la décaler, hein. Merci. Euh, une dernière question de Sandrine qui demande si vous pouvez communiquer le réseau des kinés spécialisés. Elle habite dans le 78. Oui, alors il faut faire, il y a un site qui s'appelle réseau des kinés du sein.fr. Voilà. Et puis moi, les kinés que j'ai formés, ils sont sur se reconstruire en douceur.com. Et en fonction de là où elle se trouve, elle devrait trouver un kiné pas loin de chez elle. Parce que, en fait, la kiné du sein, c'est pas une kinésithérapie qu'on apprend forcément à l'école quand on est étudiant en kiné. Et souvent, c'est des kinés qui ont fait des formations supplémentaires. Et du coup, ce sont des kinés qui sont investis dans cette prise en charge. Donc, c'est vraiment un domaine où il faut voir des kinés spécialisés. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Jocelyne Roland, pardon.
je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Ok. On a dépassé le temps d'une heure. Donc. Oui, effectivement, oui. Ben, en tout cas, merci à toutes et merci pour vos questions et vos gentils messages. Merci Sonia. Et parce qu'elle me met un petit message gentil. Donc, Oui, j'ai vu. Bon, il y avait donc merci de la part de Stéphanie, merci de la part de Sonia, Claudia aussi qui vous a remercié. Bon, évidemment, nous aussi, hein, toute l'association Rose Up vous remercie beaucoup pour votre intervention et votre temps. merci à vous. Voilà. J'enverrai donc ma présentation, comme ça vous l'aurez, vous pourrez la diffuser si vous voulez. Vous pouvez en effet retrouver ce webinaire dans les vidéos sur la page Facebook de Rose Up Association. Et ensuite, il sera retransmis à nouveau aussi sur la page YouTube de Rose Up Association. Voilà. Donc, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Jocelyne Merci. Roland. Au revoir à tous. Merci à vous tous d'avoir participé. Bon courage. Au revoir. Au revoir.